Je vais pas m'arrêter là parce que le chemin est ardu, non. C'est pas par hasard si on s'est perdu, non. Je me donne à fond dans ce que j'aime éperdument. Fada, bienvenue. Salut. On te reçoit aujourd'hui pour la sortie de l'album Furieux, Ouais. donc qui vient de sortir. On va faire un petit point sur ta carrière. Tu as sorti un premier album en 2013, L'éloge de la folie. Ouais. Et en 2017, l'EP 7 art. Mhm. Et donc là, le troisième qui sort cette année. Mhm. C'est un joli rythme, mais on est habitué à quelque chose de peut-être un peu plus de fréquence actuellement. Comment t'expliques un peu cette absence La vie, tout simplement la vie. J'aime prendre du temps pour faire les projets que je mets en place. Il y a eu 2 petits EP en duo qui sont sortis entre L'éloge et 7 art. Et puis après 7 art, j'avais besoin un peu d'accumuler des choses pour avoir des choses à raconter, tout simplement, de vivre. Donc voilà, et puis j'ai voulu prendre le temps pour celui-là, pour Furieux, pour faire les choses bien. Et puis il y avait un renouvellement à faire aussi, donc voilà. Ok. Puis tu voyages pas mal aussi. Tu as été à Montréal pendant une certaine période. Yes. Ça t'a nourri d'une manière ou d'une autre Complètement, ouais, j'y ai vécu pendant 1 an. J'ai eu la chance de pouvoir aller en studio là-bas. C'est notamment A2H qui m'avait briefé sur ce studio. On s'était croisés là-bas complètement par hasard. Et donc big up à lui. Et puis ce qui était marrant, c'est que le mec avec qui je bossais en studio parlait exclusivement anglais, donc ça donnait une petite ambiance carré. Une petite ambiance carré, c'est ça. Et puis après, j'ai pu connecter avec des gens sur place aussi là-bas. Il y a eu une belle rencontre notamment avec Quiet Mike et Fouki. On a pu se capter plusieurs fois là-bas. Il y a Simia qui est un rappeur parisien pour le coup, mais qui était au même moment que moi là-bas aussi, avec qui on s'est connecté. Et puis voilà, les rencontres là-bas on fait que d'aller voir des concerts aussi de mecs locaux, ça te fait écouter d'autres sonorités. Forcément, ouais. Donc ouais, non, ça a pas mal joué aussi sur la tournure qu'a pris Furieux ensuite, quoi. Ok. Justement, on va reparler un peu de la musicalité, mais avant de parler de musique, on va parler d'écriture. Et c'est un truc qui se ressent beaucoup dans ta musique, et même sur les différentes interviews que j'ai pu voir de toi, le fond avant la forme. Ouais, d'une certaine manière, ouais, carrément. Ou en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Ok, d'accord. Et pourquoi autant d'amour pour l'écriture? Enfin, il y a une raison valable, particulière ou... Il n'y a pas de raison valable. Après, mes 2 parents sont profs, enfin étaient profs, quand ils sont à la retraite. Donc je pense qu'il y a un premier goût pour ça de par l'éducation que j'ai reçue. Et puis ouais, j'ai commencé à écrire avant même de faire du rap. Donc en tout cas, à prendre goût à l'écriture avant de faire du rap. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à développer avant même de poser ma voix sur un son, tu vois. Effectivement, moi, les premiers artistes qui m'ont marqué, c'est des mecs qui arrivaient à faire passer une idée super complexe en une seule phrase. Donc ouais, c'est quelque chose auquel je tiens. Et puis c'est la première passion en fait, si tu veux. Donc c'est un amusement de trouver les mots. Ouais, c'est un plaisir, c'est un jeu quoi finalement. Complètement, ouais. C'est ça. Justement, par rapport à la complexité, dans BPM, tu dis jamais voulu faire de la musique légère. Puis après, dans Mickey Blanco, tu utilises des gimmicks en soulignant le fait que tu seras peut-être mieux compris de cette manière. T'as l'impression un peu que ta musique elle est complexe? Je peux entendre effectivement que, pas tant que ce soit complexe, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas que ça puisse être à la première écoute un peu chargé d'une certaine manière. Je travaille à alléger tout ça, si tu veux, sur la forme. Parce que, comme je te disais aussi juste avant, pour moi, les artistes qui me marquent le plus, en tout cas dans le rap, c'est ceux qui arrivent à faire passer une idée bien précise en peu de choses, en peu de mots. Ouais, non, je dirais surtout que c'est pour quelqu'un qui découvre, ça peut paraître chargé. Après, complexe, je pense que j'aborde des thématiques et des sujets qui peuvent parler à pas mal de gens. Donc voilà. Très bien. On va justement revenir sur le morceau Mickey Blanco, qui est super bien réussi justement dans la manière dont tu kicks en fait. C'est un rappeur américain, c'est ça, Mickey Blanco? C'est un rappeur anglais, si je dis pas de bêtises. C'est un rappeur anglais, transsexuel, noir, qui a le sida. Donc le mec il a un CV assez chargé, tu vois. Et qui comment dire, se raconte très très bien au fil de tout ça, quoi, en fait, si tu veux. Et c'est un artiste sur lequel je suis tombé il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui m'a mis une grosse gifle sur un son qu'il avait fait avec Woodkid, et qui parle justement de sa condition de transsexuel, voilà, et qui est, donc ouais, en fait, si tu veux, ça m'a
c'est quelqu'un qui m'avait marqué et du coup c'était un thème aussi que je voulais aborder là dans cet album-là. C'était d'une certaine manière la reproduction sociale et les cases dans lesquelles on nous met depuis tout petit, fille ou garçon. Garçon habillé en bleu, fille habillée en rose, garçon qui joue au pompier, la fille qui joue au cerceau, tu vois. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont encore actuels malheureusement et tristes à constater. Et du coup, en fait, en réfléchissant à ce thème-là, même s'il n'y a pas une connexion directe entre le thème et l'artiste le morceau qui porte le nom de cet artiste-là, pour moi c'était un peu ça résumait un peu l'idée en fait, si tu veux. Et voilà. Justement, je me disais que musicalement, je le connais pas assez, Mickey Blanco, je connais 2-3 titres, Wavy je crois. Et je me disais que c'était assez différent de ce que tu fais musicalement. Complètement, donc l'idée du titre, c'est vraiment ce truc de déconstruire les cases. Complètement, c'est ça, de sortir, d'exploser les barrières en fait, quelles qu'elles soient, mentales, sociétales, ce que tu veux. Et puis en fait, en écrivant le morceau, j'ai placé son blaze. Et puis du coup, en fait, ça me semblait être une évidence que ce qui porte le titre du morceau en fait. Ça donne un beau titre. Mais justement, tu vas peut-être pas aimer la prochaine question parce que vu que tu dis que tu rentres pas dans les cases, mais par rapport à l'écriture, cette idée de fond un peu avant la forme, même si tu aimes allier les deux, c'est souvent étiqueté rap indé, rap old school même. Du coup, tu te places comment dans tout ça? Surtout au regard du projet qui est super évolué musicalement par rapport à ce que tu as pu faire avant. Pour ce qui est de la scène indépendante, ou en tout cas ce qu'on peut appeler underground, moi j'en ai fait partie, très clairement. À l'époque, quand j'ai sorti mon premier album L'Éloge de la Folie, quand je faisais partie d'Omerta Music, c'est une scène que j'ai fréquentée pendant plusieurs années. Donc si tu veux, j'ai pas de rejet par rapport à ça. Après, l'idée avec ce projet aujourd'hui, Furieux, c'est de développer mon identité à moi et de me détacher un petit peu de toutes ces étiquettes qu'on pourrait me coller. Maintenant, tu vois, je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître ennuyeux et péjoratif de dire que tu fais du rap conscient ou engagé. Moi, je pars du principe que l'artiste de base est engagé et je suis conscient du monde qui m'entoure. Donc je ne vais pas définir mon rap comme étant un rap conscient, mais en tout cas, je suis une personne consciente de la société dans laquelle elle vit et de ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, c'est engagé, peut-être ce serait peut-être le terme qui collerait le mieux. Voilà. Mais après, cette étiquette ne me dérange pas plus que ça en fait. C'est vrai que l'étiquette conscient, personnellement, je trouve super péjorative, tu vois. Je trouve que c'est un truc. Même si tu racontes des conneries, tu es conscient de ce que tu racontes en fait. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que l'idée de rap engagé, en tout cas, peut-être pas forcément engagé, mais il y a une conscientisation de ce que tu as à dire en fait, justement par rapport au fait qu'on voit que tu es à propos de tout ça. Il y a le morceau Philippe Carvel que tu avais sorti en 2018 justement, qui revient un peu là-dessus aussi, qui est super cool dans la démarche. BZ partout, la vie est son contraire, l'ombre qui se cache derrière le visage tout blanc. Je compte bien faire partie de ceux qui brassent trop. Pas besoin d'étoffer pour que le style fasse pro. M'invente pas de vias comme je te le dis à ce propos. Je suis plus Tony Darko que Tony Brasco. Parce que justement en fait Furieux c'est un album qui est super diversifié musicalement. Donc on a parlé de l'écriture et musicalement on retrouve un peu de tout en fait. Ça va jusqu'à de l'électro un peu, même un peu d'R&B, on va en reparler je trouve, sur un morceau en particulier. C'est une volonté de base ou c'est l'apport des beatmakers qui ont travaillé avec toi qui ont proposé ça? Franchement, moi je marche au coup de cœur au niveau des prods. J'ai fait une rencontre qui a été marquante sur ces 2 dernières années au niveau des prods sur lesquels je travaille. C'est BLV qui est présent sur plus de la moitié des titres, qui est devenu un très bon ami maintenant et qui est aussi mon DJ sur toutes les dernières scènes qu'on a pu faire et les quelques scènes encore à venir là. Donc si tu veux, lui il vient à la base de l'électro, il a un panel de choses qu'il sait faire très très large. Donc il m'a proposé plein de prods et je me suis pas posé la question à l'avance de me dire il faut que je fasse un morceau comme ça, il faut que je fasse un... Non, en vrai j'ai marché au coup de cœur, très simplement. Et quand j'ai envie de chanter, je chante parce que c'est ce qui me paraît le plus adapté à la prod à ce moment-là. Quand j'ai envie de rapper dur, c'est ce que je fais à ce moment-là parce que c'est ce qui me paraît le plus adapté. Et voilà, après effectivement le fait de vouloir, si tu veux, L'Éloge de la Folie, c'était mon premier album, c'était ma première carte de visite.
mais ça avait une couleur bien particulière. C'était très teinté boom bap, comme on dit. Et bien que c'était mon premier album d'une certaine manière, celui-là, Furieux, je l'aborde comme un premier une nouvelle fois parce que c'est la première fois que j'ai affaire à toutes ces nouvelles choses qui m'arrivent. Et donc ça me semblait important de présenter là pour le coup une palette assez large de choses que je savais faire et que j'aimais faire pour montrer un peu aux gens ce que je savais faire, sur quoi je pouvais aussi embrayer pour la suite d'une certaine manière. Et puis en fait ça reflète aussi tout ce que j'aime écouter quoi. Tout ce que c'est hyper large. Tous mes kiffs musicaux. En ce moment par exemple, il y a quoi que là, 2019, ce moment, ce qui a pu te marquer? Là, dernièrement, c'est quelque chose de très rap pour le coup. Les derniers sons que Stormzy a sortis, notamment il y a le morceau Wild et Flow, je me suis pris une énorme claque. Et là, pour le coup, c'est du rap pur et dur, quoi. Je me sens assez proche d'une certaine manière dans ce que j'aime faire de la scène anglaise. Des sonorités un peu grime, ce genre de choses. Tu parlais d'R&B aussi d'une certaine manière. Et je crois le dernier morceau qui m'a vraiment marqué, c'est celui-là, c'est Wild et Flow de Stormzy. Et en français, il y a des artistes En français, dernièrement, qu'est-ce qui m'a mis une bonne claque là? Là, j'ai pas d'exemple précis. Je sais que les derniers morceaux que Lefa a sortis m'ont bien parlé. Voilà. Le feat avec Vald. Il est fort. Très fort. Et pareil, si tu veux, ça rappe dur. Après, si tu veux, là aussi, je sors d'une période assez longue où comment dire, j'ai un peu mis les écoutilles. Tu vois, j'étais complètement dans mon projet à moi, complètement centré sur ma personne. Donc, j'ai pas écouté énormément de choses. Et dans ces moments-là, je sais que je reviens beaucoup aux classiques en fait, et aux premiers amours. Donc, j'écoute énormément de vieux sons que j'écoutais il y a des années. Tu vois. Ça se ressent, parce que musicalement c'est vrai que c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est assez développé, c'est très éclectique en fait. Mais pour revenir justement sur l'éloge de la folie, donc c'est sorti en 2013, ça correspond totalement à cette époque, très boom bap, très tout ça. Mais c'est vrai que finalement on a l'impression que beaucoup de morceaux finissent par se ressembler sur l'album l'éloge de la folie. À l'inverse, sur Furieux, il n'y a pas de morceaux similaires en fait. Ça n'a pas été trop dur justement d'évoluer dans ce sens, malgré le fait que tu puisses t'inspirer de tout ce qui t'entoure? Dur non en fait, parce que vraiment ça a été hyper naturel en fait, comme je te disais déjà par rapport au choix des prods, et puis je me suis laissé en fait porter par ça. Le plus dur peut-être ça a été de sélectionner une fois que j'avais plusieurs morceaux, parce qu'il y en a eu plus qui ont été faits que ceux que j'ai gardés, pas beaucoup plus hein. J'énéralement je pose un morceau, je le garde parce que je travaille beaucoup dessus, je me prends beaucoup la tête dessus, j'apprends à le faire de plus en plus, de travailler sur des type beats par exemple, et puis de reprod ensuite avec un beatmaker ou quoi. Mais généralement, je fais pas mal de sur-mesure. Donc quand je fais un morceau, tu sais que c'est le bon, c'est rare, c'est rare qu'il finisse à la poubelle. Et en fait, si tu veux, sur cet album, non, ça n'a pas été dur parce que en plus, c'était des choses que je nourrissais depuis très longtemps, des envies que j'avais en moi depuis très longtemps. Et comment dire, je me sentais pas encore assez mûr pour proposer tout ça et le faire bien, en tout cas ce que moi je juge bien fait, tu vois, pour avoir sa place sur un album. Donc en fait, ça, encore une fois, ça a été naturel parce que c'est des trucs que j'avais en moi depuis des années, quoi. Après, la transition elle n'est pas aussi drastique, c'est-à-dire qu'il y a aussi le PCTA du coup, qui est sorti en 2017, qui lui-même a abordé une certaine transition avec des prods un peu plus trap. Hein. Complètement, mais le gros changement ici, je trouve, c'est vraiment le chant. Donc tu l'as fait depuis déjà quelques morceaux avant Furieux. Mais ici, tu parviens à le placer encore d'une manière encore un peu plus travaillée, surtout que c'est réussi et que ça apporte une vraie profondeur au titre. Du coup, je voulais savoir comment tu as pensé au chant, comment tu t'es dit, ok, là je me lance, ok, c'est le moment. Ça, pour le coup, c'était quelque chose pareil que je gardais en moi depuis très longtemps. Je voulais faire un morceau chanté, uniquement chanté. Alors, pour le coup, je pense que tu fais référence au titre Première fois. Exactement, on va en parler juste après. Qui est d'ailleurs, je te coupe, mais excuse-moi, c'est quand je te parlais tout à l'heure d'R&B, je trouve que c'est ce morceau-là, sur la première partie, qui a une ambiance très R&B, très smooth en fait. Et donc, comment tu l'as pensé par exemple sur ce morceau-là, quoi? Alors, ce que j'allais te dire, c'est que je voulais faire un morceau chanté depuis longtemps. Là, pour le coup, c'est un double morceau.
les gens découvriront. Il y a une deuxième partie, bon, donc c'est pas complètement chanté d'une certaine manière, mais cette première partie entièrement chantée, comment ça s'est fait? En fait, déjà c'est marrant parce que tu parlais d'influence, ou en tout cas de choses que j'aurais pu écouter ces derniers temps, qui auraient pu me diriger un peu vers ça. Un des derniers projets marquants, mais ça date quand même, je ne l'ai pas écouté cette année ou l'année dernière, ça date d'il y a 3 ans je pense. C'était le dernier album de... merde, j'ai oublié son prénom, son blaze, un beatmaker québécois justement. Je vais pas pouvoir t'aider, je pense. Ketranada, qui a sorti un album hyper varié et notamment sur lequel il y a un titre avec Craig David qui m'a mis une énorme tarte. Craig David, c'est un truc que je pouvais écouter quand j'étais minot sur les compiles top 50 ou ce genre de choses, quand il avait sorti son son où il parlait de tous les jours de la semaine et tout ce genre de trucs. Et en fait, ça m'a fait pencher un peu sur ce côté-là que je kiffais à l'époque, tu vois, très R&B justement. Et je dirais pas que c'est ce qui m'a emmené sur Première Fois, mais ça a sûrement joué d'une certaine manière. Et en fait, sur Première Fois, c'est pareil, j'ai reçu la prod et je me suis dit non, hors de question de faire un truc rappé là-dessus. C'est beaucoup trop smooth pour arriver, même avec un flow. J'aurais pu le faire avec un flow un peu laid back, en laissant pareil pas mal de respiration et tout, et en gardant ce côté rap. Mais là, en fait, non, pareil, très naturellement, je me suis dit, tiens, tu voulais chanter, c'est le moment ou jamais, en fait. Et ce morceau, à la base, je l'avais attaqué dans une gamme de voix assez grave. Et plus je le travaillais, plus je me disais, mais non, en fait, vas-y, laisse-toi. C'est dur, si tu veux, quand je rappe, j'ai une voix, je sais qu'il est assez rauque, tu vois, qui peut paraître assez dur d'une certaine manière. Et du coup, partir dans des gammes de notes très hautes, comme sur Première Fois, au début, tu es là, bon, est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça? Parce que c'est complètement impudique, tu vois. Et à un moment, je dis, vas-y, nique, en fait, j'ai envie de le faire. Du coup, je me suis testé à faire ça. Je me rappelle la première fois que je l'ai posé en studio avec Azote. Lui-même, je suis sorti de la cabine, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es sûr? Et puis en fait, plus on l'a travaillé, plus on s'est dit, mais non, c'est une balle. Et en fait, le thème de base, je voulais parler et de la première fois amoureuse, ou en tout cas d'une relation qui peut te faire sentir comme une première fois. Parce que je parle pas de ma première fois, je parle vraiment d'une relation qui m'a marqué au point d'avoir l'impression que c'était ma toute première fois, tu vois. Sexuelle comme amoureuse, si tu veux. Et en même temps, je voulais parler d'addiction. Et ça, c'est la deuxième partie du morceau. J'aime bien faire des choses un peu comme ça, où je joue sur 2 tons, si tu veux. La première partie, elle est très smooth, elle est très lumineuse. La deuxième partie est plus sombre. Même un peu plus rappé, même aussi d'ailleurs. Un peu moins chanté. Ah ouais, complètement rappé. Le beat, moi c'est marrant parce que la deuxième partie, la prod, là pour le coup, la première partie, j'avais reçu la prod telle quelle. On l'a pratiquement pas retravaillé. La deuxième partie, on a beaucoup plus poussé la réal ensemble avec BLB. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de construire la deuxième partie, ça me faisait penser à des trucs par exemple comme De La Soul à l'époque ou ce genre de choses, avec une rythmique très laid back justement, un peu décalée au niveau des drums et tout. Et donc ouais, là-dessus, là pour le coup c'était rap. Et le propos étant plus dur sur la deuxième partie, ça me semblait plus adapté. Mais du coup ouais, non, le chant c'est venu hyper naturellement. Et puis moi je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai envie de le faire. Et de plus en plus, j'ai envie de tendre vers ce genre de choses, ce genre de format qui, pour moi, on peut appeler ça une chanson en fait, si tu veux, plus qu'un morceau rap ou quoi. Voilà, je l'aborde comme une chanson et c'est vraiment ce que j'ai envie aussi de développer depuis. Donc toi, ouais, t'es à fond US en fait. Pas tant que ça. Non, j'ai énormément de lacunes. Je suis pas du tout un dictionnaire du rap. Je sais que notamment, ça peut faire péter des plombs à des potes à moi ou quoi. J'ai aucune connaissance par exemple de la discographie de Jay-Z, tu vois. Pratiquement que dalle. J'ai envie de venir te serrer la main parce qu'il y a un gars dans l'équipe qui m'engueule à chaque fois. Jay-Z, à part le Blueprint 3, je veux dire. Je me le prendrai un jour, sûrement, tu vois. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas, comme pour beaucoup d'artistes américains. Après, ouais, si, d'une certaine manière, je me prends très fort certains artistes américains, mais pas que. Et actuellement, J. Cole beaucoup. J. Cole énormément, ouais, carrément. J. Cole, j'y suis venu par Kendrick.
j'ai d'abord kiffé Kendrick. Et puis en fait, comme ils évoluent un peu dans le même type de sphère et dans. C'est l'affiliation logique. Hein. Voilà, si tu veux, il y avait même une rumeur de projet commun à un moment et tout. Bon, on attend toujours. Entre toi et J. Cole ou entre Kendrick et J. Cole? Entre Kendrick et J. Cole. Si Dieu veut, un jour. Mais J. Cole, ça m'a beaucoup influencé. Enfin, en tout cas, c'est pas tant que ça m'ait influencé, mais m'a fait du bien en fait. Ouais, ça t'a parlé. Ça m'a parlé de ouf. Tu vois, c'est un humain avant tout, le mec. Il parle de choses vraies, tu vois. Et les morceaux sont super lourds. Travis Scott, ça m'a parlé beaucoup aussi. Mais sur un autre côté, tu vois. Sur un travail de sonorité que j'avais jamais fait jusque-là, tu vois. De saturation, d'autotune. Un truc hyper rock, tu vois. Moi, je le trouve hyper rock, ce mec, tu vois. Voilà, il y a eu ces mecs-là qui, ces dernières années, m'ont pas mal frappé. Après, j'ai des kiffs, de trucs à l'ancienne, tu vois, comme du Smith & Wesson par exemple, qui sont beaucoup plus boom bap et classiques. Mais en vrai, je pense que je suis plus un kiffeur de rap français qu'un kiffeur de rap US. Ça tombe bien, ça fait la transition avec ma prochaine question. Il y a des morceaux sur le projet qui nous ont fait penser à une membre de l'équipe et puis à moi, à Orelsan ou même à This Is La Peste. Je prends ça comme un compliment, ça fait plaisir. Il y a BPM okay. Et Extreme au niveau BPM à la fois pour le son et pour le clip aussi assez décalé, puis Extreme juste pour l'interprétation, pour le son, pour tout ça. Yes. Est-ce que c'est des artistes on aurait pu les imaginer sur ces morceaux justement? C'est des artistes que tu as écouté beaucoup C'est des artistes que j'ai écoutés, ouais. Je me suis pris très fort son dernier album à Orelsan. Ok. De la même manière que sa réédition aussi. Ça n'a pas été simple justement de me détacher de ça. Ouais. Je voulais pas qu'on se dise le mec essaye de faire du Orelsan, si tu veux. Après effectivement, y a une certaine sorte de filiation dans les sonorités parce que c'est des sonorités qui kiffent et que moi je kiffe en fait tout simplement. Si on était amené à se rencontrer un jour, je pense qu'on pourrait parler de ce sujet-là au niveau des sonorités parce que c'est des trucs très simplement qui je pense nous parlent de manière conjointe. Après, This Is, j'aimais beaucoup à l'ancienne, je l'ai perdu pendant pas mal de temps et sur le dernier album, pareil, j'ai vraiment kiffé son travail autant au niveau des sonorités que d'introspection, tu vois. Ouais. J'ai vraiment kiffé. En plus, moi j'ai eu la chance de faire sa première partie en février dernier à Toulouse, là. Les conditions et le planning a fait qu'on n'a pas pu se croiser plus que ça, mais en tout cas, ouais, je le prends comme un compliment. Et évidemment, c'est des artistes desquels je me sens proche d'une certaine manière, en tout cas plus proche que d'autres, qui peuvent être plus street ou quoi, tu vois. Moi, je vais pas m'inventer une vie et raconter des choses qui me ressemblent pas, si tu veux. Bien sûr, ouais. Mais ouais, c'est marrant que tu fasses la liaison avec eux parce que effectivement, il y a des choses dans leur travail que j'ai grave kiffé, quoi. Et encore dernièrement. Ouais. Très bien. Donc le projet s'appelle Furieux. Il y a un titre qui s'appelle aussi comme ça. Le projet commence par Camisole. Ouais. Il y a agression aussi. Il y a un rapport à la violence, à la folie. Ouais. Tu parles même de tes démons dans Zodiac, sur une phase qui est incroyable. J'ai sauté de ma chaise quand j'ai entendu. J'ai bien aimé la manière dont tu as joué en fait, sur ce morceau-là. Sur cette phase-là, il y a eu un jeu d'acteur en fait, limite. De la manière dont tu l'interprètes, les gens pourront l'écouter quand ce sera sorti. C'est assez fort. Donc c'est pas vraiment de la haine, mais on sent quand même une forme de hargne, une détermination assez virulente, on va dire. Donc est-ce que c'est soit une interprétation de ma part, ou alors comment tu construis ça, comment tu places ça? C'est pas du tout une interprétation de ta part, c'est complètement ça, mais encore une fois, pareil, si tu veux, c'est pas calculé, c'est hyper naturel. Ma mère m'a beaucoup reproché d'être un peu trop pitbull dans la vie de tous les jours et de réagir souvent un peu trop avec les tripes, et voilà. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi, ce côté un peu... pas rageux mais hargneux en tout cas, d'une certaine manière. Si tu veux, pour revenir au titre de l'album, Furieux, ça part de la folie furieuse, qui est le stade le plus avancé de la folie, quand tu perds pied et que tu sais plus trop qui t'es et que tu perds pied un peu avec la réalité. Et en fait, pour moi, c'était une manière aussi de fermer une porte qui avait été ouverte sur l'éloge de la folie. Pour ensuite enchaîner sur autre chose. Parce que quand tu arrives à ce stade avancé de la folie et que tu perds complètement pied, tu retombes et puis tu as le choix de rebondir ou pas. Là en l'occurrence, moi la vie fait que et mon mental fait que je rebondirai quoi qu'il arrive, c'est sûr.
et je pense d'une manière plus, peut-être un peu plus positive peut-être, à voir, hein. Après on ne sait pas de quoi la vie est faite, que ce que j'ai pu présenter jusque-là. Mais ouais, Camisole, si tu veux, c'était la manière de résumer un petit peu l'idée du projet sur l'intro, de faire sauter la camisole. Et qu'en même temps, ce que je dis sur le morceau, c'est que pour moi c'est confort, d'une certaine manière, cette folie, tu vois. C'est quelque chose dans lequel j'ai trouvé un certain confort, à force. J'ai pu m'enfermer un peu aussi d'une certaine manière pendant quelques années là-dedans. Il y a une certaine forme de complaisance, tu vois, quand tu vas pas bien ou quoi, tu vois. C'est un peu le côté un peu moins reluisant du rap, je trouve, tu vois, ou de l'écriture. C'est que ouais, tu te complais un peu dans une espèce de mélancolie, tu vois. Moi, ça me saoule à force, ça. Et du coup, là, ce que je voulais faire aussi sur ce projet-là, sur Furieux, c'était de le faire ressortir d'une manière énergique plus que chialante. D'accord. Tu vois, voilà. Donc ouais, il y a le titre Furieux, le morceau éponyme, qui est en 2 parties aussi. La première partie, c'est une réponse à la question pourquoi Furieux, parce que. Donc c'est l'argumentaire. La deuxième partie, c'est le sentiment pur, du pétage de plomb. Et donc voilà. Et après agression, bon, c'est un autre propos sur agression, mais ça rejoint un petit peu aussi. Pour moi, c'est important d'avoir une cohérence sur un projet. Donc c'était une palette d'humeurs qui m'ont traversé tout au long du projet, tu vois, parce que j'ai vécu des choses et que voilà. Agression qui est plus doux musicalement, mais c'est vrai qu'au niveau des titres, en fait, je trouve qu'il y a un fil conducteur en fait qui se retrouve au niveau des titres justement, et c'est là que c'est intéressant et ça se retrouve totalement. C'est plus doux dans la forme, mais pas tant que ça dans le propos. Bien sûr, ouais, clairement. Il y a, tu vois, c'est marrant parce que ma mère, là, le fait de aussi que les choses un peu s'officialisent avec la signature avec Pias, avec la tournure que prend tout ça, ça me permet de lui en parler d'une manière un peu plus légitime. Donc elle a été, mine de rien, pas mal présente sur ce projet, elle a tout écouté. J'ai tout écouté avec elle dans son salon, on a pris le temps de débriefer les morceaux les uns après les autres. Verdict. Et Verdict, c'est marrant parce que les morceaux qui lui parlent le plus étaient les morceaux sur lesquels j'avais plus d'appréhension à lui faire écouter. Un morceau comme Extrême par exemple, où je parle de drogue, de comportement à risque, de ce genre de choses. Pareil, Agression lui a beaucoup parlé. Mais c'était pas évident, si tu veux. La première écoute, de faire écouter ce genre de choses à ta mère, si tu veux, qui t'a porté, qui t'a élevé. Moi, j'ai pas manqué d'amour ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, en tout cas, au niveau de ma famille. Donc, c'était pas évident, mais je me sens complètement soutenu et compris sur ce projet. Donc, c'est déjà. À ce niveau-là, t'as gagné. J'ai déjà tout gagné. Ouais. Justement, on parlait de Zodiac par rapport à la phase dont je parlais, puis à tes démons. La phase dont tu parles, c'est quoi? C'est de tout part, ils me suivent, mais mes démons, bien sûr. Et il y a ce côté question-réponse que je trouvais super marrant en fait, et il y a du fond. Mais en même temps, ça apporte un peu de légèreté en fait sur ce truc. Il y a le mec naïf qui te demande mais qui c'est qui te suit, et toi tu fais mes démons bien sûr. Et en fait, je trouve que ça rend super bien, ça fait du tac au tac super intéressant. Enfin, c'est un petit détail que moi, personnellement j'ai bien apprécié. Et du coup, c'est un morceau où tu reviens à quelque chose de peut-être un peu plus instinctif, j'ai l'impression. Tu kicks, tu découpes. T'as besoin d'un morceau comme ça? Surtout le projet qui change pas mal justement, qui est très lumineux. Enfin, lumineux, comment dire? Varié plus que lumineux, mais. En fait, ce morceau, je l'ai travaillé comme une interlude. D'accord, oui, c'est vrai. Pour moi, il venait marquer aussi un tournant dans le projet, tu vois. Il y a l'avant Zodiac et l'après Zodiac d'une certaine manière. C'est le seul morceau, pour le coup, je te disais que je le faisais pas beaucoup tout à l'heure, mais c'est le seul morceau que j'ai écrit sur une autre prod et que j'ai ensuite transposé sur cette prod-là. Et effectivement, ça a été un des morceaux les plus faciles à écrire, les plus jetés d'un seul trait, si tu veux. Où je me suis dit, vas-y, lâche, ouvre les vannes, tu vois. Et puis, c'était quelque chose, super instinctif, complètement. La prod derrière aussi qu'on m'a reproposé ensuite derrière pour le poser sur Furieux, c'est une prod de Rakma qui était déjà présent sur l'éloge de la folie. Donc c'est un poteau de longue date qui faisait partie de Kids of Crackling à l'époque le crew de Many Days. Voilà. Cette prod on l'a retravaillée complètement ensemble. À la base on s'était dit qu'on partirait sur quelque chose sans kit batterie, juste de la mélodie et du sample. Et puis en fait à un moment il a dit vas-y, attends, je vais essayer de mettre une batterie dessus. Et je lui ai dit oui, tu as raison. Ça vient je pense que le choix est comme il faut, tu vois. Ça tape bien. Et c'est un morceau, par exemple, sur scène, il marche très bien.
Moi j'adore le faire. Ce côté question-réponse en plus, moi j'ai mon backer Youss qui est un rappeur de Toulouse, Youss MC, qui est avec moi sur scène, avec qui on travaille énormément les répètes et on essaie de proposer quelque chose de un vrai show, une vraie interprétation, tout ça. Et justement ce côté question-réponse, on se tripe encore plus là-dessus. Tu vois, les Mekissa, là du coup c'est lui qui va prendre la parole et tout. Et essayer de mettre en place cette espèce de dialogue directement devant les gens, c'est hyper intéressant parce que ça les fait rentrer dans une bulle. Mais c'est marrant parce que les quelques amis proches à qui j'ai pu faire écouter le projet jusque-là, c'est un morceau qui est beaucoup ressorti. Subjectivement, je crois que c'est mon préféré du projet. Donc, il y a un an, tu as sorti le clip de Ouragan. La chaleur elle cogne, la saveur elle coule. Tu veux connaître le prix de ma rancœur, elle me coûte. Comme retour chez maman après des décennies d'absence. C'est ce qui arrive quand on vit dans le déni, pas de chance. Donc c'est le dernier son que tu as balancé avant l'album, si je me trompe pas, ou tu as fait d'autres trucs avant? C'est le dernier avant l'album. Ouais, complètement. Donc c'est intéressant parce que le clip il donne vraiment l'impression que tu es seul à vivre cet ouragan en fait. Surtout que tu es là dans la soirée, tout le monde s'amuse, sauf toi en fait. Ouais, c'est ça. C'est la soirée de trop. C'est ça, ouais. Ça se ressent vraiment et c'est quelque chose qui se ressent dans ta musique en fait. Ce truc de t'es seul dans une tempête, dans l'œil du cyclone, dans tout ça. Mais ça se ressent encore plus sur ce projet. Donc je voulais savoir si tu avais déjà commencé à travailler Furieux au moment où Ouragan est sorti. Ouais, j'avais déjà commencé à le travailler. Furieux, le premier morceau que j'ai écrit, c'était Chez moi. D'accord. Je l'ai écrit au Canada. Ok. J'avais déjà reçu quelques prods à l'époque, notamment de Shitty qui a fait cette prod. Shitty qui a réalisé tout le mix de l'album. On a co-réalisé, mais en fait c'est lui le technicien, c'est lui le magicien sur le mix. Moi je suis le con de rappeur qui va dire ouais là j'aimerais bien ça, tu vois, mais le vrai technicien et le vrai magicien c'est lui, même s'il y a un travail de recherche à deux. Et Shitty par exemple, pour l'anecdote, c'est le mec chez qui j'ai enregistré mon tout premier son de rap. D'accord. Voilà. Donc on s'était pas perdu de vue, mais l'éloignement entre Toulouse puis ensuite Montréal a fait que du coup on se voyait beaucoup moins. Je suis revenu sur Paris après Montréal et on a reconnecté sur ce projet-là. Et donc Ouragan, j'avais déjà commencé à entamer l'écriture de Furieux depuis un certain temps au moment où il est sorti. C'est un des morceaux où on s'est dit il n'a pas sa place sur le projet parce que dans la cohérence que je recherchais, justement, je trouvais pas forcément sa place. Puis j'avais aussi envie d'envoyer de la matière, tu vois. Et là, ça me semblait intéressant, encore une fois, dans le fait de pousser la transition et de préparer les gens à une certaine nouvelle musicalité. Et pour rebondir sur ta question du début concernant le côté un peu solitude et ce genre de choses, je me suis beaucoup enfermé sur Furieux. J'ai écarté pas mal de gens, volontairement ou non. Il y a des relations auxquelles j'ai mis un terme parce que c'était des relations qui me semblaient soit néfastes, soit qui ne m'aidaient pas à avancer d'une certaine manière, qui me faisaient tourner en rond. D'autre part, après il y a le travail d'introspection, de recherche et tout, et puis la vie qui va avec. Le fait de revenir de Montréal, déjà à Montréal, j'ai réappris à vivre tout seul d'une certaine manière. J'avais pas mes potos, je pouvais pas décrocher mon téléphone et dire ah, vas-y j'arrive, on se capte là. Ça c'est long le trajet de voiture quoi. C'est compliqué. Donc voilà, et puis sur ce projet je me suis beaucoup enfermé. J'en paye un peu le prix aujourd'hui parce que du coup revenir vers les gens après 2 ans d'isolement c'est plus compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais en même temps je pense que j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait avec ce projet là et à le porter au niveau auquel j'arrive à le porter aujourd'hui si j'avais pas réappris à être tout seul. C'est un mal nécessaire en fait. Ouais, de ouf. Ouais. Justement par rapport à la solitude, c'était la prochaine question. Dans Chez moi, tu dis si je suis solo, c'est que je l'ai voulu. Donc la preuve, tu viens d'en parler. Clairement. Mais on peut pas passer à côté. Sur le projet, il y a 0 feat. Ouais. C'est une volonté réelle d'être seul. Ouais, j'avais pensé à quelques feats au début. C'était des feats plus d'ordre affectif, tu vois. Parce que pas des amitiés ou quoi, tu vois. Puis en fait à un moment je me suis dit non, j'aborde un propos tellement personnel en fait sur ce projet que c'est compliqué d'inviter quelqu'un là-dessus. Et d'autre part, comme pour revenir à ce que je te disais au début de l'interview, je l'aborde comme un premier album. Ouais. Donc pour moi c'était important. J'aime pas les projets où il y a 15 000 feats, ça me saoule parce que du coup, ça permet pas, je trouve, Identification. Ouais, tu vois, de rentrer vraiment dans l'univers du gars ou quoi. Il y a des projets avec des feats qui sont mortels, je dis pas le contraire, et sur les prochains, j'ai envie de développer plus, de redévelopper les feats.
mais d'une autre manière aussi que je le faisais avant, parce que des feats j'en ai beaucoup fait. J'ai été dans 3 groupes différents, enfin 2 groupes plus un collectif. J'ai fait 2 projets en duo, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc des feats j'en ai fait, refait, machin et tout. Et à ce moment-là, moi j'avais envie de faire mon truc à moi, ma trame à moi. Et ouais, c'était une volonté. Ouais. Puis un truc qui se perd peut-être un petit peu, j'ai l'impression, c'est cette différence entre album et mixtape. Ouais. L'album où c'est toi, enfin tu parles de toi, et la mixtape où tu invites tes potes, tu délires. C'est vrai que c'est un truc, on a beaucoup d'albums avec plein de feats, c'est des mixtapes en fait finalement. En fait, d'une certaine manière. Après, pour moi aujourd'hui, ces appellations, elles veulent plus dire je suis d'accord avec toi quand même, bien sûr. Mais ouais, là ça me semblait important. Tu vois, par exemple, on parlait d'un J. Cole tout à l'heure. J. Cole, sur les derniers albums que j'ai pu écouter de lui, il a 0 feat. Ouais. Et j'adore ça. Il fait sa musique. Trop bien. Il fait son son. Je suis d'accord avec toi. On a parlé tout à l'heure par rapport à The Jack qui fait un peu office d'interlude. Sur le projet il est cohérent de A à Z d'un point de vue thématique, au niveau de ce que tu écris et tout. C'est super, avec plaisir. C'est super réussi. Mais c'est d'un point de vue musical. En fait, après The Jack justement, la mélodie elle change, comme si tu perdais un peu cette fureur en fait. Ouais. C'est un truc qui est voulu, qui amorce la suite vers un projet que tu as déjà en préparation, je sais pas, ou c'est l'état d'esprit en fait, en bossant le projet qui t'a amené vers ça? C'est les deux. Les deux? C'est les deux, clairement. Okay. Encore une fois, le côté naturel de plus j'avançais dans le projet et plus d'une certaine manière ça allait un peu mieux. Donc je tendais vers des choses un peu plus lumineuses. Et puis aussi, ouais, un peu, c'est pas une manière, je suis pas trop dans le calcul, clairement, donc c'est pas tant que ça une manière de préparer à la suite, mais par contre, effectivement, je réfléchis mes projets, je réfléchis, donc pour moi, il y a une histoire, il y a une trame à suivre, et la trame, elle peut pas être comme ça, tu vois, donc elle peut pas être plate, voilà, donc si tu veux. Ouais, effectivement, c'est bien ça, la musicalité elle change sur la deuxième partie du projet et d'une certaine manière ça peut annoncer la suite. Très bien. Ça a été une très bonne dernière question, mais j'en ai d'autres. On va parler un peu des visuels. Donc tu as 2 clips pour l'instant qui sont sortis, BPM et Faire Avec. Le clip de BPM il est super intéressant, si j'ai bien compris. Hein. C'est une manière un peu de critiquer la société de consommation, cet accès rapide, facile à plus ou moins tout, sans trop spoiler la fin. On invite les gens à aller regarder le clip. Le monde me donne envie de sauter, comme ces martyrs qu'on ne présente plus. Depuis gosse on t'a dit mets tes rêveries de côté, et ta dignité bah tu te la mets dans le... Non je plaisante plus, c'est toujours les mêmes qui triment, les mêmes qui brassent. On se rassure à coups de flèche, vitrine et trêve qui passe. On n'est plus vraiment très critique ni perspicace. J'aime quand ça part en couille, regardez le fer qui casse. Ce genre d'idée ça vient de toi ou... Alors sur ce clip, on s'est pas mal pris la tête parce que on a fait appel à plusieurs réalisateurs. J'avais envie d'aller bosser avec des gens à la base complètement nouveaux. Et puis ça a été compliqué en fait de les faire rentrer autant que je voulais dans le projet, avec les moyens que ça demandait, avec le temps qui était imparti aussi d'une certaine manière. Et on est passé de réalisateur en réalisateur au début quand j'ai commencé à lancer les premières idées sur papier en fait si tu veux. Mon idée de base c'était pas du tout ce qui sort dans le clip, enfin j'avais pas du tout posé ce scénario là. Ça rejoint les grandes idées, les grandes lignes que j'avais mis par écrit et que j'ai proposé du coup à Skip, le réalisateur qui est donc en fait au final une connaissance de longue date qui est sur Toulouse, qui bosse notamment avec Chaz, qui m'a fait tous mes visuels jusqu'à aujourd'hui pratiquement avant Furieux, donc c'était la famille. Et au final, ça a été juste une putain d'évidence de bosser avec lui. Et quand je suis arrivé vers lui, j'avais mes grandes lignes sur papier, un moodboard. Je lui ai donné ça, je lui ai dit s'il te plaît, propose-moi un script d'ici une semaine ou 2, et puis on voit sur quoi on part. Donc l'idée originale du scénario part de la tête de Skip, complètement. Il a collé aux grandes lignes que je lui donnais, mais voilà. Et ensuite, après, il y a eu un travail en collaboration pour développer cette idée. Je m'implique beaucoup dans le visuel parce que j'adore ça, parce que je suis très cinéphile et que la vidéo ça a de l'importance pour moi. Donc je ne vais pas le laisser tout faire non plus d'une certaine manière, on était pas mal à deux là-dessus. Mais un des derniers trucs qui m'avait foutu une claque avant de faire ce clip, c'était Black Mirror sur ces dernières années. Mais il y a eu cette influence dans le visuel de cette série-là,
où je trouvais ça hyper intéressant, puis ça collait vachement au propos du morceau en fait, si tu veux. Donc voilà, et puis l'idée géniale de Skip, grand merci à lui, et on continue à travailler ensemble, donc ça tue. Mais ouais, non, ce clip, ça a été... c'est le plus gros clip en termes de préparation, d'organisation que j'ai fait jusque-là. Ouais, les stickers sur le camion. Ah ouais, tout, ouais. Et ça, pareil, si tu veux, ça c'est Skip qui a tout géré d'une main de maître. J'aimerais savoir comment il écrit ses mails de demande, machin et tout, parce qu'à chaque fois il a un oui à la fin. Donc c'est génial. Ouais, énorme big up à lui parce que c'est un bosseur de ouf. Il a des très bonnes idées. On se rejoint énormément sur le côté cinéphile. Donc en fait, ça a été que du kiff. Ça a été une semaine de préparation, 3 jours de tournage complet, avec une vingtaine d'intervenants, de figurants, de machin. Les gens sont venus bénévolement sur le clip. On les a mis dans des conditions improbables quand on les voit sur le parking avec les caddies. Il fait 32 degrés. D'accord. Ils sont tout habillés en noir avec une chaîne en métal accrochée autour du cou. Ça chauffe le métal. Normalement, ils étaient sous un masque en plastique, tout ça. Je les ai bien poussés à bout. Et ils sont tous ressortis avec le smile jusque-là, en me dire merci, c'était mortel, bête expérience, c'était super bien géré et tout. Enfin, genre trop bien et super content du résultat final. Le rendu est au rendez-vous. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres clips en prévision sur lesquels tu peux déjà communiquer Ouais, écoute, si du coup l'interview sort. Elle sort logiquement le 4, le jour de la sortie du projet. Et donc il y aura donc le clip de Mourir demain qui va sortir en même temps que la sortie. Voilà. Et après, effectivement, on réfléchit à la suite. Mourir demain, pour le coup, ça va. On n'est pas du tout parti sur un délire scénarisé. C'est plus du lifestyle. C'est pas mal d'images d'archives. Il y a des images très vieilles. Très vieilles. Ouais, de ouf. On voit notamment Vald dans le clip. À l'époque, quand on était à Toulouse à la Dynamo et qu'on faisait beaucoup de concerts à la Dynamo et qui était là pendant une soirée avec nous sur scène. Donc ça remonte. Et là pour le coup, c'est Chaz qui a fait ce clip, non pas Skip. Et puis Chaz, il est très fort pour ça, c'est que il garde en réserve énormément de matière et d'archives. Et on a réussi à sortir tout ça sur ce clip-là, donc ça c'est très cool. Et après pour la suite, là on est déjà en train de réfléchir au prochain. Pour l'instant je peux pas en dire plus, mais ça sera encore avec Skip. Et on va encore pousser le délire assez loin. Très bien. Il y a la pochette aussi, réalisée par David Delaplace. Tout à fait, ouais. Du coup, comment ça fait la connexion et comment elle a été pensée? Très simplement, Instagram. Merci Instagram. Instagram. Moi, en tout cas, j'ai repéré, je connaissais pas plus que ça son travail. J'avais déjà vu passer son travail sur son livre Le visage du rap français, que j'avais trouvé mortel parce que il est juste ultra fort dans les portraits, pas que, mais en tout cas dans les portraits, il fait ça très bien. Moi, j'avais une envie très précise sur cette pochette depuis longtemps déjà, c'est que je voulais une photo pure. Je voulais pas de dessin, je voulais pas de graphisme, je voulais pas de montage, de trucs ou quoi. Je voulais vraiment de la photo pure. Et lui, pour le coup, il est à propos de ça. Il n'est pas du tout graphiste, c'est un photographe. Donc, il fait très bien son travail là-dessus. Pareil, grand salut à lui. Et en fait, je suis tombé sur son compte parce que je suis parti d'artistes dont j'aimais les visuels. Et puis en regardant qui était tagué dans les photos, je suis tombé sur lui. Ah tiens, ouais, il a déjà fait ça, ok, d'accord, vas-y, on va essayer de prendre contact avec lui. Il a répondu présent direct. On est de la même génération, il est de 90 aussi. On s'est compris assez rapidement. C'est un charbonneur, c'est un grand pirate. Il n'aime pas faire les choses dans les règles. Donc pareil, on s'est énormément compris là-dessus. Et il y a eu deux shootings sur cette pochette. Il y a eu un premier shooting où j'avais amené une première idée et ça demandait beaucoup de préparation, voilà. On n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait sur le premier shooting. Et c'est là aussi la force d'un mec comme David, c'est que le mec, on pourrait se dire, moi je suis personne, il a photographié des Booba, des Damso, des Salif, tu vois. Donc on pourrait se dire qu'il pourrait bâcler son travail d'une certaine manière sur un jeune artiste comme moi qui n'est pas connu, quoi. Pas du tout. Très pro. On est sorti super pro, super motivé. On est sorti de ce premier shooting où déception, démotivation d'une certaine manière aussi. C'est lui qui a rappelé direct en disant de toute façon les gars on lâche rien, tant que j'ai pas ma pochette on lâche pas. Donc mortel. Plaisir de ouf, ouais. Mortel de ouf. Et ensuite sur la deuxième idée, donc, qui est restée au final sur la pochette de Furieux, c'est une référence à un film que ma meuf m'avait montré il y a quelques mois. Et c'est elle qui m'a fait repenser à cette référence là, donc cette idée je lui dois à elle.
Et en fait, ça sort du film Mommy de Xavier Dolan. D'accord. Voilà. Et donc c'est pas du tout la pochette du film ou quoi que ce soit, c'est une image tirée du film. Voilà. Et si tu veux, ça faisait sens aussi parce que le propos de ce film-là, c'est à propos d'un adolescent qui a un jeune adulte qui a des énormes soucis de comportement, qui est, on pourrait dire bipolaire ou quoi d'une certaine manière. Et du coup, ça faisait un peu écho, si tu vois, à cette folie, où tu passes de l'euphorie à la tristesse en passant par la colère et le pétage de plomb. Donc ça me parlait beaucoup. Et puis, esthétiquement parlant, quand Mathilde m'a montré la pochette, la photo, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça tue quoi. Et puis en fait, si tu veux, il y avait aussi une volonté de, là pour le coup, de me détacher des visuels que j'avais pu proposer dans le passé. Ouais. De proposer quelque chose de plus pop, d'une certaine manière, tu vois, en tout cas de plus ouvert. Puis là, c'est toi aussi. Ouais. Sur les autres, c'était pas, t'apparaissais pas clairement. Ouais. On voyait pas ma gueule. Sur les loges, j'étais de dos, et puis sur les autres, c'était du graphisme pur. Donc là, il y avait aussi cette volonté de mettre ma gueule en pochette. Le vrai premier album, du coup, voilà, encore une fois. C'est ça. Ouais. Et puis ouais, ce côté un peu plus esthétique que du sens pur, si tu veux. Voilà. J'avais vraiment envie de développer cette esthétique. Et puis bah, avec David, on a fait ce deuxième shooting qui s'est super bien passé. On a fait ça dans ses bureaux à Montreuil. Et voilà, hein. Il a des grands fous rires. Et puis on sort cette pochette qui me plaît énormément. Donc super quoi. Full bénéf. Ouais, de ouf. J'espère qu'on va être amené à retravailler ensemble parce que c'est vraiment un bête de gars et je vous invite à aller suivre tout son travail parce que c'est un tueur. Très très chaud, très grand monsieur de ce monde, on va dire. Et puis ouais, il va continuer à grossir, je m'en fais pas pour lui. C'est d'une évidence. Bah écoute, on arrive déjà à la dernière question. Yes. On en parlait un peu de cet aspect hargneux, cette hargne qui se dégage de ta musique. Tu parles aussi de ta voix très raw qui en impose pas mal en fait. Donc la question la plus logique qui suit, c'est la scène. Il y en a de prévu par rapport à ce projet du coup? Il y en a de prévu. Il y a les release parties. Il y en a une, du coup, vu que l'interview sort le 4, il y en a eu une la veille à Paris. Il y a la prochaine qui arrive donc à Toulouse, la release party de Toulouse le 10. J'invite tous mes Toulousains à se déplacer en nombre parce que ça va être une soirée de ouf. Il y a notamment Furax qui me fait l'honneur de sa présence ce soir-là, qui est un frérot maintenant depuis quelques années. Et, voilà, la distance fait qu'on ne peut pas se croiser tout le temps, mais là il me fait l'honneur de sa présence, donc c'est mortel. Il y a aussi Dame Blanche, composée de Gounestic, qui sont des frérots de l'époque, qui seront là, et Yous, mon backer, qui fera aussi un petit set. Donc une grande soirée en prévision, ça va être voilà, une belle fête en famille, ça va être mortel. Il y a des scènes à venir ensuite pour les mois qui suivent. Pour l'instant, je ne peux pas encore tout dévoiler, mais en tout cas, la scène pour moi, c'est l'aboutissement de tout ça. Bien sûr. Je fais ça pour ça, j'adore la scène. J'adore le studio aussi. Hein. Je bâcle pas du tout le travail en studio parce que j'adore aussi ce côté-là. Mais le studio amène la scène. Complètement en fait. Ouais. Complètement. Et puis quand je suis en studio, je travaille en pensant à la scène. Ouais, okay. Donc tu vois, un morceau comme Extrême, clairement, il a été pensé pour la ça. scène. Et ouais, et puis j'ai ce côté où ouais, là, ça y est, tu laisses tout sortir. Tu vois, je rentre en transe sur scène, les gens le verront, tu vois, s'ils viennent voir le show en live. Ouais, c'est un truc que j'aime vraiment pousser au max. Là, de plus en plus, on me propose des plateaux où je peux m'exprimer sur non seulement sur une plus longue durée, sur 1 heure ou quoi, où je peux vraiment proposer quelque chose de plus abouti qu'avant. Donc ouais, les scènes, il va y en avoir, j'espère beaucoup, surtout sur l'année 2020, je pense. Mais ouais, en tout cas, c'est le point final de tout ça. C'est ce qu'on souhaite. Yes. Un dernier mot? Bah écoute, vivez furieusement, voilà, soyez fous et vive la folie. Voilà. Très bien, je te remercie.